Avant de démarrer cette vidéo, petit message de youtubeur, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit like sur la vidéo, si elle vous a plu bien sûr. Même si elle vous a pas plu, hein, soyez solidaires les mecs. Voilà, et pour montrer un peu d'exposition et un petit peu de... et être au courant que quand je poste quelque chose, qui c'est pas tout le temps, hein, donc profitez-en quand j'en poste des vidéos. Elles sont toujours de très bonne qualité, n'est-ce pas? C'est de l'artisanat comme vous le savez. Et voilà, je vous embrasse. Merci les gars. Aujourd'hui, on parle d'un livre, La France périphérique, le sous-titre Comment on a sacrifié les classes populaires de Christophe Guillu, si je dis bien. Donc c'est un livre de 2014 qui avait eu pignon sur rue lors de sa sortie. Christophe Guillu s'était fait connaître comme ça par le grand public, en tout cas pour moi, à travers l'écriture de ce livre. Et moi je l'ai lu en 2019. Voilà, c'est un livre que j'ai lu quelques années après sa sortie. Voilà. C'est un livre qui fait combien 180 pages, 185 pages, et qui est édité chez Champ par Flammarion. Allez, on y va. L'auteur, c'est Christophe Guillu. J'espère que je dis bien. Né en 64 à Montreuil, essayiste, consultant et géographe français. Ouais, bon, c'est un mec du 9-3, il a 60 ans là. Il va sur sa 65e année. Formation Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, géographe. Il a été globalement, il a étudié au lycée Voltaire. Il a une maîtrise en géographie urbaine à la Sorbonne en 87. Puis il est rentré consultant pour les collectivités territoriales et bailleurs sociaux. Voilà. Donc en 2017, il a signé notamment avec Chevènement Onfray et Natacha Polony et d'autres une tribune intitulée dans le Figaro Europe, la supranationalité a échoué, faisant confiance aux nations. Voilà, il a été membre de la gauche populaire. Qui sont des socialistes, mais sûrement, je pense, je connais pas bien, mais voilà, qui est proche, mais qui est critique du Parti socialiste. Donc sûrement des gens qui sont des socialistes sérieux, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est un mec de la soixantaine et qui fait son petit bonhomme de chemin, qui a des prises de position souvent intéressantes, je trouve. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais en parler dans une seconde, mais que j'ai lu ce livre-là. Alors c'est le genre de personne qui est intéressant, parce qu'effectivement, comme je le disais à l'instant, c'est quelqu'un qui est à gauche, qu'on peut clairement classer à gauche. Voilà. En 2017, avec Chevènement, Onfray et Natacha Polony, la supranationalité a échoué, faisant confiance aux nations, mais qui est un espèce de... qui a une vision, je dirais, nationale. Donc il incarne un peu cette gauche qui ne souhaite pas, ou du moins qui cherche à défendre la vision nationale par rapport à la société ouverte ou la vision supranationale. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais il est dans cette branche-là, et qui est une branche qui est d'intellectuels, qui est assez nouvelle, qui existe depuis quelques temps, mais qui a mis du temps à se structurer, et qui est assez nouvelle, qui prend le micro et qui est assez nouvelle, alors qui a du mal encore à faire son chemin, mais qui existe de plus en plus, et qui revient notamment à cause de toute la dérégulation, et donc de la casse sociale qui va avec, après Maastricht en 92. Et donc ces gens-là, ils font des constats qui sont des constats objectifs, qui est le sous-titre d'ailleurs de son livre, Comment on a sacrifié les classes populaires. Et puis pour un mec qui vient de Montreuil quelque part, c'est cohérent quoi. Donc voilà l'intérêt. Alors pourquoi lire ce livre? Tout simplement déjà parce que j'avais trouvé qu'il était vachement bon, Christophe Guillu, comme je viens de le dire dans les différentes interviews quand il est sorti. J'ai trouvé qu'il était très pertinent dans sa vision. En tout cas, ce qu'il proposait, c'était intéressant. C'était une autre manière de lire la société française, et on va dire les critiques qu'il recevait me semblaient des critiques justement qui viennent de gens qui veulent pas qu'on change de vision, donc qui veulent pas qu'on adapte la vision qu'on peut avoir sur la société française après les 40 dernières années de transformation, ou les 35 dernières années, on va dire après Maastricht, encore une fois.
Donc c'est une des raisons qui m'a poussé à lire ce livre. L'autre raison, c'est aussi que effectivement, en l'écoutant, je l'ai vite identifié, comme je le disais à l'instant, dans ce courant de socialiste national, de gens qui veulent défendre les classes populaires, mais à travers une vision nationale qui est plutôt toujours d'ailleurs catégorisée à l'extrême droite. Et je pense que ce courant d'avenir, je pense que c'est un courant d'avenir. Je pense que c'est l'avenir de la gauche, beaucoup plus que la gauche pro-européenne que peuvent incarner des gens comme Hollande ou Macron, et beaucoup plus aussi que cette espèce de gauche internationaliste, hein, que représente la France insoumise et Mélenchon. Et donc, ça m'a donné envie de lire ce livre. Et je me sentais aussi concerné par le sujet, parce que je considère que je viens des classes populaires. Et je sais pas si j'ai été sacrifié, mais on peut pas dire qu'on a été promu. Voilà. Donc on lit ça, et puis voilà. Alors un petit avertissement, aujourd'hui on n'aura pas, comme d'habitude, des grands thèmes comme ça qui sont que je traite à la volée de mémoire après avoir lu le livre, hein. Ça fait longtemps que je l'ai lu, ce livre-là, donc j'explique, hein, que... Et en fait, je m'appuie sur une note de lecture que j'ai construite au moment de la lecture de ce livre, et donc qui correspondra plus à un déroulé, pas forcément un déroulé, mais à des paragraphes. Donc je vais lire. Donc ce que vous allez entendre, en fait, c'est de la lecture et pas je dirais pas de l'illustration, comme je fais plutôt dans mes autres vidéos où en fait j'explique les grandes idées. Voilà. Là, ça sera un peu plus formel. Donc, écoutez, profitez-en bien, et puis à tout à l'heure. Dans ce livre, Guilly tente une mise à jour de la photographie sociale de la société française. La nécessité de cette mise à jour s'appuie sur le constat suivant, page 17. Branko Milanovic, économiste de la Banque mondiale, montre qu'après 20 ans de globalisation, on assiste à un effondrement des classes moyennes des pays développés. Fin de citation. Ce qui provoque, page 19, une recomposition des classes moyennes. Hier opposées, elles partagent aujourd'hui le même destin. L'employé du lotissement pavillonnaire, l'ouvrier rural, le chômeur du bassin minier, le petit fonctionnaire mais aussi le petit paysan qui voisine aujourd'hui dans la France périphérique, contribuent à la recomposition sociale des milieux populaires. Fin de citation. Aussi, cela rend caduques toutes les représentations sociales des années 80 qui découlaient de la situation économique pré-mondialisation. Une mondialisation qui pourrait se définir, selon l'auteur, page 109, comme, je cite, un fait économique et financier, mais aussi une idéologie qui prône un individu mobile, lequel ne se réfère plus ni à une classe sociale, ni à un territoire, ni à une histoire. Fin de citation. Pour le livre, page 16, le parti pris est donc double. Il s'agit d'une part de prendre en compte l'émergence de nouvelles catégories populaires, nées des ruines de la classe moyenne, et, d'autre part, de s'affranchir des représentations traditionnelles du territoire qui opposent les espaces urbains aux espaces ruraux, notamment parce que cette recomposition se réalise à bas bruit, loin des métropoles. Fin de citation. Elle est bien réelle, même si elle est invisible. Le livre décrit les effets pratiques sur les milieux populaires des politiques menées par les gouvernements successifs en vue d'adapter l'économie française à l'économie mondialisée. Cette adaptation se caractérise en premier lieu par une fracture entre cadres et ouvriers sur la perception de la mondialisation. Page 75. Pour 68% des cadres, la mondialisation est une opportunité, alors qu'elle est perçue comme une menace par 74% des ouvriers. Fin de citation. Ceci provoque une divergence profonde et irréversible. Page 76. Les représentations de la société française et du monde sont désormais irréconciliables. Le consensus n'est plus envisageable. Fin de citation. D'où vient ce divorce ? Un élément de réponse se trouve dans la métropolisation de l'économie, la concentration des richesses. Page 36. Comme l'a montré l'économiste Pierre Veltz, avec la mondialisation, les activités industrielles se concentrent désormais dans les grandes métropoles, qui constituent aujourd'hui une économie d'archipel et de réseau. Fin de citation. Ce qui leur permet d'exister avec le moins possible de rapport au reste de l'économie locale. Par exemple, page 36, la métropole parisienne contribue à 30% du total de la production française,
alors qu'elles ne représentent que 18% de la population totale. Fin de citation. Cette concentration de richesse fausse la photographie géographique, car si, page 22, en octobre 2011, l'INSEE précisait que désormais 61 millions de personnes, soit 95% de la population, vit sous influence urbaine, fin de citation, en réalité, cela pose la question de qu'est-ce que l'urbain et qu'est-ce que le rural aujourd'hui ? Cette géographie ne veut plus rien dire. Il faut en proposer une nouvelle. C'est pourquoi l'auteur a redéfini les critères en privilégiant une vision basée sur l'impact de la mondialisation, sur les dynamiques sociales qui lui sont rattachées. De là surgit une autre photographie, celle de la France métropolitaine et celle de la France périphérique. Page 27. Au total, dans cette définition, l'espace métropolitain comprend l'ordre de 2650 communes, soit 10% des communes françaises, mais qui concentrent près de 40% de la population. La France périphérique, elle, comprend près de 34 000 communes, 90%, et ne regroupe que 61% de la mondialisation, de la population, pardon. Fin de citation. Dans ces archipels métropolitaines, connectés à l'économie mondialisée, c'est là que la concentration de richesse a eu lieu, provoquant une polarisation des zones d'emploi, avec un effet inverse sur la France périphérique, que sont, par exemple, les délocalisations. Cette concentration a aussi exercé une pression à la hausse sur le foncier des zones métropolitaines, privilégiant les classes bourgeoises capables de payer d'un côté, et les populations immigrées récentes de l'autre, centrifugeant ainsi la classe moyenne dans la France périphérique, et créant une nouvelle sociologie en métropole. Page 41. Très inégalitaire, avec d'un côté une surreprésentation des catégories supérieures de la bourgeoisie traditionnelle aux bobos, et de l'autre, des catégories populaires essentiellement issues de l'immigration récente et souvent précaires. L'émergence de cette sociologie s'est réalisée au détriment des catégories populaires et moyennes traditionnelles. Fin de citation. Le problème, c'est qu'économiquement, les métropoles réussissent. Page 45. C'est le paradoxe. Les territoires les plus inégalitaires de France, les métropoles, sont aussi ceux qui réussissent le mieux économiquement, mais aussi socialement, grâce à une forte mobilité d'en haut, les couches supérieures, et une forte mobilité d'en bas, les couches populaires immigrées. Fin de citation. Rien de plus logique donc que les gouvernements successifs soutiennent cette dynamique d'adaptation via la politique de la ville et la gestion du parc foncier du logement social qui est destiné aux immigrés récents. Page 44. 52,6% des habitants des US de France sont désormais immigrés. Page 172. La politique de la ville apparaît de fait comme une politique publique prioritairement dirigée vers les seules populations immigrées. Fin de citation. Cette réussite de la France métropolitaine provient page 34, du dynamisme de l'emploi qui permet une intégration économique et sociale, y compris des populations précaires et immigrées. Autrement dit, dans l'espace métropolitain, l'inégalité, ça marche. Et si on revient page 13 ou 14, si les difficultés des banlieues sont réelles, elles sont d'abord liées à l'émergence d'une société multiculturelle et à la gestion des flux migratoires, mais en aucun cas aux retombées d'une économie mondialisée. Ainsi, le discours classique définissant la banlieue comme priorité de la politique de la ville à diriger envers les populations immigrées récentes pour faciliter leur intégration semble faux. Page 167, il apparaît au contraire que l'intégration économique et sociale fonctionne pour les habitants issus de l'immigration récente, notamment grâce au dynamisme du marché de l'emploi métropolitain ainsi qu'aux politiques publiques. L'enjeu est d'abord celui de la gestion de la société multiculturelle. Fin de citation. Ce qui abonde dans la critique de l'État-providence faite par la France périphérique, critique qui, page 173, est le paradoxe de la situation actuelle, qui dénote la perversité d'un système libéral et mondialisé. Demain, la critique de l'État-providence ne sera plus portée par le haut, par ceux-là même qui sont en haut, mais par ceux-là même qui en ont le plus besoin, fin de citation, c'est-à-dire la France périphérique, la France d'en bas. Ainsi, pourrait-on résumer, l'intégration à l'économie exige des inégalités. Page 47, le modèle des grandes métropoles est aux antipodes du modèle républicain. L'intégration à l'économie monde passe par la substitution d'un modèle égalitaire à un modèle inégalitaire, mais aussi par l'acceptation d'une forme de communautarisme. Fin de citation. En espace métropolitain, page 42, partout le clivage social tend à recouvrir un clivage ethnique. En 2008, en Seine-Saint-Denis, 63% des actifs ayant déjà travaillé et âgés de 18 à 50 ans sont d'origine étrangère. Mais c'est le cas de près de 90% des ouvriers, contre à peine 30% des cadres.
Fin de citation. Ce qui illustre bien cette situation. Dans la zone périurbaine subie, la classe moyenne inférieure est fragile socialement car éloignée des zones dynamiques d'emploi. Page 59. Dans ce contexte d'insécurité sociale, les habitants deviennent très réactifs à l'évolution démographique de leur commune, notamment la question des flux migratoires. Fin de citation. Les classes populaires ont donc bougé progressivement vers des zones moins dynamiques en emploi, notamment pour devenir propriétaires, qui se sont finalement avérées devenir des trappes à pauvreté. Citation ça. La société française changeant, page 42. Contrairement à ce qui prévalait hier, les immigrés ne cohabitent plus avec les milieux populaires traditionnels. Fin de citation. Et impactant la conception de la politique sur l'immigration, par exemple, page 93, 62% des Allemands, 70% des Français, 78% des Anglais voudraient limiter l'immigration, selon un sondage Isopublic pour le Blick en février 2014. Fin de citation. Ce que l'on peut considérer quelque part comme, page 60, le fruit d'une insécurité sociale, mais aussi le fruit d'une histoire, celle de l'échec de la cohabitation avec les populations immigrées. Fin de citation. Cette fragilisation sociale des classes populaires, dont, page 74, le centre de recherche de Sciences Po révèle ainsi que les maires des villes de 30 000 habitants issus de catégories ouvriers ou employés sont passés de 13% à 0,5% en 2014, fin de citation, donne une idée du fonctionnement de l'ascenseur social actuel. Cela a fini par créer cette France périphérique qui ne se reconnaît plus dans la France métropolitaine. Naturellement, la France périphérique réagit, elle lutte pour sa survie à travers les circuits courts, comme la réponse à la crise identitaire et sociale. Page 68. La démarche identitaire et sociale vise à appuyer sur le potentiel économique des territoires en favorisant un processus de relocalisation du développement et la mise en place de circuits courts, car la contre-société qui émerge dans la France périphérique ne pourra peser sans contre-pouvoir politique. Fin de citation. La France métropolitaine et la France périphérique s'opposent sur le fond, sur les bienfaits du dogme de la mobilité. Page 110. Si les métropoles se caractérisent par la forte mobilité résidentielle et sociale de ses habitants, la France périphérique enclenche un processus de sédentarisation inéluctable. Les logiques économiques, sociales et foncières à l'œuvre sur ces territoires annoncent la fin de la mobilité. Fin de citation. Immobile, la France périphérique se retrouve exclue de toute solution. Pire, page 118, l'hypermobilité est le fait des classes supérieures. Une mobilité financée pour partie par les catégories modestes, puisque les coûts des infrastructures ferroviaires, routières et aériennes sont en effet pour partie assumés par des financements publics. Et page 114, si le Quai d'Orsay estime que plus de la moitié des 1,5 à 2 millions de Français installés à l'étranger ont un niveau de master, fin de citation, on comprend que la mobilité n'est pas une solution pour les classes populaires. Page 114. Le chômage des jeunes non diplômés concerne d'abord les milieux populaires. La mobilité des individus n'est donc qu'une solution marginale pour les catégories populaires. Fin de citation. Tout ceci cimentant ainsi la divergence entre les deux France, la France métropolitaine et la France périphérique. D'ailleurs, ce modèle d'hypermobilité pèse sur la France périphérique, page 116. La distance moyenne parcourue en voiture par personne a été multipliée par 6 en 40 ans. Alors que, page 122, en France, on estime la dépense moyenne pour l'automobile tout poste confondu de l'ordre de 3 800 € par voiture, 4 400 € par ménage et 5 500 € par ménage équipé, ça c'est les chiffres de 2003, il faut comparer ce chiffre au salaire médian qui est de 1 700 €. Donc voilà, par ménage, c'est 3 fois le salaire médian d'un mec. En s'éloignant des bassins d'emploi de plus en plus concentrés en métropole, on voit bien la pression financière que ce modèle impose à la France périphérique. Si on y ajoute la problématique, page 124, du coût du logement dans les régions dynamiques, qui ne permet plus d'accéder à l'offre privée de logement des territoires économiques les plus actifs, fin de citation, il faut reconnaître une immobilité des classes populaires et comprendre qu'elles sont prises à la gorge. Car, page 122, on ne quitte pas des zones sinistrées pour des territoires dynamiques. Fin de citation. Dans ce contexte d'inégalité croissante, tout y passe. Pouvoir d'achat, page 117, en 2013, le Crédoc estimait que 43% des Français n'étaient pas partis en vacances, 60% d'ouvriers et seulement 30% de cadres. Fin de citation. Un ascenseur social bloqué, page 125. Parmi les 12 millions de Français, hommes et femmes âgés de 35 à 59 ans et qui ont un emploi en 93,
environ 4% occupent des positions sociales qui n'auraient pas été les leurs en l'absence de cette augmentation de fluidité sociale. Fin de citation. S'il y a fluidité sociale, tout ça, c'est la croissance du PIB. La fracture est vive. Page 129. L'adaptation de l'économie française aux règles de l'économie monde, à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes, a donc un coût dissimulé, celui de la mise à l'écart des classes populaires. Fin de citation. Ce qui, de fait, entraîne énormément de tensions, n'est-ce pas, page 126. Face à la France des métropoles hypermobiles, une France de l'immobilité est en train d'émerger. Cette fracture territoriale dessine la confrontation à venir entre mobiles et sédentaires. Car le monde de la sédentarisation qui vient est aussi celui de la relocalisation. Il induit une critique frontale du modèle dominant. Fin de citation. Répondre à ce modèle hypermobile, l'éviter, est aussi une raison du retour à la campagne, à l'esprit village. Page 133. Contrairement à ce que laisse entendre le discours dominant, ce n'est pas la peur de la mondialisation et du multiculturalisme qui alimente la vague populiste. C'est exactement l'inverse. Fin de citation. Suite de la citation, pardon. La résurgence du village apparaît comme une réponse concrète des catégories modestes à l'insécurité sociale et culturelle. Fin de citation. Comme le prouvent les catégories sociales majoritairement représentées, page 164, Michel Tribala observe que la relocalisation des natifs dans les petites communes touche particulièrement les ouvriers. En 2008, 41% des autochtones âgés de 18 à 50 ans habitent dans les communes de moins de 10 000 habitants, mais c'est le cas de 56% des ouvriers autochtones. Chez les immigrés, ces proportions sont respectivement de 15 et 14%. Fin de citation. La description ethnique de la géographie faite plus haut prend alors tout son sens dans une lutte générale contre le modèle mondialisé. Page 124, la volonté d'éviter les quartiers et plus largement les territoires des grandes villes où se concentre l'immigration participe à la sédentarisation des populations dans les territoires économiquement peu dynamiques. Fin de citation. Bloquant ainsi les classes ouvrières autochtones dans la France périphérique et provoquant, de fait, une dichotomie au sein de la classe ouvrière globale. Page 150. Le séparatisme au sein des milieux populaires n'est plus une hypothèse mais une réalité. Les catégories populaires d'origine française et d'immigration ancienne ne vivent plus sur les mêmes territoires que les catégories populaires d'immigration récente. Fin de citation. Paradoxe libéral qui arrive à faire converger les intérêts des classes bourgeoises et ouvrières urbaines contre les classes populaires autochtones et à scinder la classe ouvrière en deux. Pour l'auteur, ce n'est pas du racisme des classes populaires, au contraire, c'est plutôt de la sagesse. Car, page 151, se séparer revient à éviter la guerre. Fin de citation. D'ailleurs, le français n'est pas plus raciste qu'un autre, page 136. L'étude menée dans 23 pays, Ipsos en 2011, montre que si 54% des Français pensent qu'il y a trop d'immigration, ce pourcentage correspond à la moyenne des pays interrogés. En la matière, il apparaît que le modèle type anglo-saxon ou de type républicain français ne joue qu'à la marge sur la perception de l'étranger. Fin de citation. A l'inverse, page 152, cette volonté d'imposer la mixité, fin de citation, du gouvernement est bizarre. Tout se passe comme si les élites voulaient créer les conditions de l'attention, fin de citation. On peut donc considérer, page 90, si la mise en avant du populisme s'est généralisée parmi les élites, c'est parce que cela permet d'imposer un diagnostic par le haut, en décrédibilisant le diagnostic par le bas, celui des classes populaires. Ainsi, contrairement à ce que l'on écrit et lit un peu partout, le diagnostic par le bas désigné comme populiste n'est pas le fruit d'un emportement irréfléchi, ou d'une radicalisation irrationnelle, ou d'une protestation superficielle. Il s'agit bel et bien d'une analyse objective des retombées de choix économiques et sociétaux précis. Toute cette situation a forcément un impact sur l'échiquier politique. Page 81. Le vote pour l'UMP et le PS est de plus en plus celui des protégés, retraités fonctionnaires ou bénéficiaires, catégorie supérieure, de la mondialisation, tandis que l'électorat FN est celui des catégories qui sont depuis des décennies au front de la mondialisation, ouvriers, employés, chômeurs. Logiquement, le FN obtient 30% de votes chez les actifs, soit plus du double des scores obtenus par le PS et l'UMP, 14 et 15% respectivement, fin de citation. Ce qui confirme que, page 82, la sociologie de l'électorat frontiste est bien une sociologie de gauche. Fin de citation. Faisant ainsi écho à la dynamique démographique et l'immigration comme le montre, page 107, aux dernières élections, près de soit 28% des moins de 24 ans ont voté pour une liste frontiste. Cette tendance participe de la même manière à un retour durable de la question identitaire au sein des milieux populaires. Fin de citation.
Tout ça, c'est à cause de la mort de la classe moyenne. Page 88. Plus qu'un basculement idéologique, on assiste d'abord à l'effondrement d'un système bipolaire qui reposait sur une classe moyenne majoritaire et intégrée. Cet effondrement nous fait assister à une recomposition qui permettra l'émergence de deux forces politiques et idéologiques susceptibles de réactiver un véritable débat démocratique. Les libéraux, partisans de la société du libre-échange, de la mobilité sans fin, renforceront leur socle électoral sur les bases du PS et de la droite modérée. Inversement, les tenants d'un modèle économique alternatif basé sur le protectionnisme, la relocalisation et le maintien d'un État fort s'appuieront sur les territoires de la France périphérique. Fin de citation. Page 169. Compte tenu des évolutions politiques, il n'est pas improbable que ce continuum socio-culturel contribue demain à un rapprochement entre la droite modérée et le Parti socialiste. Fin de citation. Car page 179. Les catégories populaires se sont déjà affranchies de la doxa des classes dominantes. Et cette pression qui aboutira mécaniquement à une recomposition des partis politiques, fin de citation, c'est en gros ce qu'on a vu entre 2017, entre le FN et LRLM. Voilà, si on doit faire un mini commentaire. Page 175. Depuis la France périphérique, c'est le modèle d'une oligarchie triomphante qui est contesté par le bas. Alors si on doit se risquer un premier commentaire, déjà il y a une chose que je trouve très intéressante dans ce livre, je l'énonçais en préambule, mais moi je trouve qu'il vise très bien Christophe Guillu, c'est super dur à dire son nom, et que le tableau qui dépeint dans ce livre-là, c'est vraiment beaucoup d'ingrédients qu'on a retrouvés dans le discours des Gilets jaunes. Les manifestations qu'on pris part en 2018-2019 si ma mémoire est bonne, et on retrouve beaucoup d'ingrédients de ce qu'on pouvait entendre dans le discours de certains gilets jaunes. Et donc déjà il a fait une bonne analyse, et je trouve qu'il a aussi bien vu en opposant la métropole avec la ruralité, parce qu'il y a très peu de gens des grandes villes qui se sont on va dire, qui ont abondé dans le mouvement des Gilets jaunes, alors que pourtant on aurait pu penser que les gens qui se plaignent de la vie chère et tout, les gens des quartiers populaires auraient pu venir abonder avec eux, mais ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas non plus de la prise en considération de la part des élites, c'est-à-dire que moi, tous les cadres supérieurs que je connais, ils se plaignaient des Gilets jaunes, ou ils se moquaient des Gilets jaunes, et ils comprenaient pas leurs revendications, et surtout ça leur prenait la tête que les mecs ils bloquent Paris pendant ou les ronds-points et les trucs pendant, voilà. Donc il y a vraiment cette dichotomie, je trouve qu'elle est bien présente dans le livre, elle est bien expliquée, et elle s'est manifestée par des manifestations de très grande ampleur quelques années après l'écriture de ce livre, donc 4-5 ans après. Donc pour moi il avait vraiment visé juste. Il a synthétisé. Alors je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit dans le livre, et j'ai pas plus dans les paragraphes que je vous ai présentés là, le résumé que je vous ai présenté là, vous avez pas tout ce qu'il dit évidemment, mais on peut dire que c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il vise quand même de manière très juste. Et d'ailleurs, pour étirer et pour terminer sur le commentaire des Gilets jaunes, ce qu'on a pu voir, c'est que comment ils ont fini par arrêter ce mouvement-là. Déjà, il y a eu une première, c'est qu'il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de violence à l'encontre des manifestants, et que on a réussi vraiment à y mettre un terme complètement. Alors déjà ça a duré 50 samedis là, je sais pas, ils sont venus un an, les mecs, ils les ont rendus fous, donc bon voilà. C'est le Covid qui a permis la fin du mouvement des Gilets jaunes. Et sur la symbolique, je trouve que c'est très intéressant, étant donné qu'effectivement le Covid a été perçu par une partie de la population. Et on a une vidéo sur les résultats de la TIH, je vous y renvoie, je vous la mettrai en lien si vous voulez, mais pour montrer aussi que toutes les décisions liées au Covid, elles se sont retournées contre le peuple, et là pour le coup contre tout le monde. Et donc c'est très intéressant, et donc premier commentaire, c'est que ce livre, il vise très juste, et il est très bon. Le deuxième commentaire qu'on peut faire, effectivement, c'est que c'est un livre qui nous permet de réaligner un peu nos grilles de lecture, notamment sur la politique qui est menée par le gouvernement. Et donc, effectivement, et ça, moi, j'abonde à 100% sur cette vision-là, mais c'est effectivement, on a vraiment une politique de la ville en France qui est
la ville, la métropole contre la campagne. C'est une évidence. Et de ce point de vue-là, en effet, et moi, enfin, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc je vois très bien de quoi il parle, et je vois très bien aussi l'évolution qu'il y a eu, notamment, comme on nous le dit, des quartiers populaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis désolé, mais quand tu viens d'un quartier populaire comme on nous le vend, machin, je veux dire, t'es bien mieux intégré à la population, enfin à la société française, t'as beaucoup plus d'opportunités que n'importe qui vit à la campagne ou dans des tout petites et moyennes villes. C'est une évidence. Et toute la politique de la ville, malheureusement, ne vise pas à équilibrer cet écart, mais plutôt vise à le renforcer. Donc on déverse beaucoup d'argent en ville, en métropole, donc on fait des pistes cyclables, on fait des terrains urbains, là, des urban trucs pour le sport, il y a des nouveaux gymnases, il y a des nouveaux trucs et tout, machin. Tout ça, ça vient, ça va beaucoup en banlieue. Donc le niveau de vie de ces gens-là, il monte. Mais par contre, quand tu vas à la campagne et tu passes dans les villes plus petites, les terrains de foot qui ne fonctionnent plus, qui sont en friche, et t'en as partout. Et tu vois bien que c'est ça donc c'est un exemple, hein, je prends quelque chose qui est symbolique, mais qui, je pense, montre la tendance générale dans laquelle on vit. Et donc effectivement, maintenant, après avoir lu ce livre, une des choses qu'on doit se garder en tête, c'est que dans les grilles d'analyse qu'on doit faire, il y a aussi cette dimension, qu'il y a une alliance entre les gens des classes populaires et le cadre sup qui sont en métropole, et les gens de la classe moyenne, tout mélangé, qui sont hors des centres urbains. Et c'est une grosse fracture, et c'est très important de voir ça, enfin d'avoir ça en tête si on veut pouvoir comprendre ce qui se passe dans la société française. Le troisième commentaire, il est en continuité de cette nouvelle grille de lecture, c'est qu'il nous explique aussi que les classes ouvrières maintenant elles sont coupées en deux, avec donc les ouvriers autochtones comme il dit, on va dire les Français de souche quoi, pour parler trivialement comme ça, et ceux de l'ancienne immigration, donc les gens arrivés dans les années 60-70 qui sont issus vraiment de l'immigration de travail, mais travail je dirais manuel quoi, c'est les gens qui venaient à l'usine bosser dans les usines en province, donc et qui s'opposent à l'immigration nouvelle, donc c'est-à-dire les gens qui sont arrivés depuis peut-être 10 ans, 15 ans, et qui eux vont pas bosser à l'usine, et qui vont bosser dans le service. Voilà, la manutention, le ménage, les choses comme ça. La livraison, la restauration. Voilà. Et en fait, dans cette classe populaire, parce que c'est ça en fait, les deux elles s'appuient pas du tout sur le même terrain économique. Et donc évidemment, ce que ça renvoie, c'est que évidemment dans les campagnes, l'électorat frontiste, il est de plus en plus grand. Et il vient de plus en plus des classes populaires qui étaient classées à gauche avant. Mais ce qui est logique, étant donné que avec la désindustrialisation qui a été liée à la mondialisation, vous n'avez pas les mêmes intérêts, même si vous gagnez à peu près le même blé, que les gens qui tiennent un petit point de vente de restauration en banlieue parisienne et qui eux ont besoin de la société ouverte et de la société libre pour qu'on augmente le rythme de passage dans leur point de vente. Donc ces deux classes-là, enfin cette classe populaire-là, en fait, elle est coupée en deux. Et c'est important aussi à garder en tête parce que souvent on l'oublie. On oublie notamment cette immigration des années 60-70, qui sont pour plein de gens qui sont encore en France, qui bossaient à l'usine et qui eux sont maintenant, entre guillemets, d'extrême droite. Alors qu'en fait, au départ, ils sont classés, ils ont voté à gauche, je pense que, enfin, dès qu'ils pouvaient, en tout cas, ils votaient à gauche, quoi. Ou en tout cas, le sentiment, c'était plutôt à gauche. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans cette analyse, c'est que ça explique pourquoi l'électorat frontiste, il a grappillé beaucoup de classes populaires, de classes ouvrières, parce que c'est plutôt des gens qui sont en périphérie et des grandes villes, et donc qui souffrent, qui prennent que les mauvais côtés de la mondialisation sur le plan économique, et que l'électorat UMPPS, donc on peut dire macroniste même maintenant, il est soutenu, enfin Macron il est soutenu par les gens des quartiers, alors que ça serait intuitivement c'est pas ce que tu as envie de te dire, et par les cadres sup dans les villes. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le vote, et cette grille de lecture là, bon il l'a sortie en 2014, elle est aujourd'hui extrêmement pertinente, et je dis macroniste parce qu'en fait Macron, il s'est parfaitement appuyé là-dessus pour pouvoir être élu à la présidence.
Enfin, je ferai un dernier commentaire sur ce livre, qui est un livre qui parle du divorce avec les élites, sur fond d'inégalité croissante. Et en fait, ce que nous explique le livre de manière assez claire, et qui, je pense, encore une fois, était très bien visé, c'est qu'on a une égalité croissante entre les métropoles et, euh, et comment dire, les terrains, les campagnes, pardon, mais que dans cette inégalité croissante, en fait, il y en a une qui est en train d'aspirer économiquement l'autre. Et donc les métropoles sont en train d'aspirer et de vider économiquement la campagne. Et donc effectivement, c'est un gros problème. Et le problème sous-jacent, c'est que, étant donné que les métropoles attirent énormément d'immigration, eh bien, on a une inégalité croissante aussi économique, et donc, quelque part, parce qu'il en parle beaucoup dans le livre, raciale, en métropole, et donc, enfin dans les villes, mais dans les métropoles, je veux dire, pas en métropole, dans les villes, dans les grandes villes. Et donc, on a une double inégalité qui est en train qui naît, c'est-à-dire qu'on tue la campagne pour faire vivre la ville, et en ville, la classe moyenne et la classe supérieure s'appuient sur une immigration très pauvre, et qui va le rester, pour pouvoir continuer on va dire, de croûter, quoi. Et donc vous avez une aspiration, une concentration des richesses qui est très importante. Et le problème, c'est que toute cette inégalité-là, si vous voulez, c'est elle qui porte et qui tire l'économie française. Et donc nos élites, pour l'instant, qu'est-ce qu'elles font? Elles jouent cette carte-là, elles balancent un peu de subventions pour que, comme je le disais tout à l'heure, donc les terrains de foot, les trucs et tout, là, en quartier populaire, on fait des piscines et des bibliothèques, comme on dit, payées par le contribuable. Donc ça fout la rage aux mecs de la campagne, mais en réalité, c'est pas la faute de ces gens-là. Et tout ce choix-là fait que notre société est comme ça, et est en train d'imploser, entre guillemets. Et c'est vrai que le commentaire que ça inspire, ce livre, c'est que quand on se dit qu'il faut remettre le pays en marche, qu'il faut réindustrialiser, qu'il faut qu'il faut résoudre les problèmes, et en fait, de qui on parle? De qui on parle? De quoi on parle et de qui on parle? Et d'où on parle? On parle de la campagne? Est-ce que, par exemple, pour la France, il ne faudrait pas une politique qui vise à désengorger un peu les métropoles, et à réhabiliter le monde rural, pour pouvoir, entre guillemets, mieux résister? Enfin, je veux dire, bon, après, on pourrait partir, c'est pas le sujet ici, mais ce qui est important, c'est de bien garder ces images-là, et savoir que on a des élites qui ont fait un choix qui va à l'encontre de la majorité de la population, et qui va aussi à l'encontre, enfin pas à l'encontre, mais on va dire qui vise à laisser croître les inégalités dans notre pays. Et donc c'est très important, si on doit garder ça en tête pour comprendre ce qui a été fait depuis 10 ans, là, et notamment avec Macron. Je pense que lui, vraiment, il synthétise tout. Et puis pour les années à venir, pour mieux comprendre qui se positionne où et comment. Je parlais de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, dans ce cadre-là, lui, qui est de la LFI, enfin la LFI, quoi, on va dire, ils ont choisi la métropole. C'est une évidence. Ils ont choisi de défendre, alors de faire payer un peu plus les cadres sup, mais c'est une défense des couches populaires urbaines. Et donc dans quel cadre, voilà, par exemple, bon, je parle PS, UMP, bon voilà. Donc restera le Front National à voir les engagements qu'ils vont prendre, parce qu'ils sont en pleine mutation, pour parler des 3 grands blocs politiques français. Et on verra comment ils se positionnent, et ça sera intéressant, puisque sur les élections précédentes, ils se positionnaient plutôt sur la défense des campagnes, entre guillemets, mais quand même. Et donc là, on verra où est-ce qu'ils vont. Voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ça dure combien de temps, ce truc? Attends, j'affiche plus de détails. Bah alors. C'est une vidéo qui est pas trop longue, hein. Ça fait 36 minutes. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis quelques commentaires, hein. J'en ai mis 4. D'habitude, j'en fais toujours que 1 ou 2. Bon, là, j'en ai mis 4. Voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas tout dedans, hein, comme à chaque fois. Donc n'hésitez pas à lire le bouquin, profitez-en. C'est un bon livre, il est encore très pertinent. Et puis je vous souhaite plein de bisous, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien et à bientôt.